Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver ce samedi pour une nouvelle édition de votre magazine d'information Le Monde dans 60 minutes. Nous sommes le samedi 29 avril de l'an de grâce 2013 et comme vous le savez, nous allons faire ensemble le tour du monde en une heure. Bienvenue à toutes et à tous. La première partie est réservée au reportage et la seconde partie à la presse écrite. Tout de suite maintenant, Le Monde en 60 minutes. Le Parlement a autorisé en début de semaine le gouvernement à prolonger l'opération militaire française au Mali, que le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a qualifié de réussite sur le plan politique et militaire. Les députés se sont prononcés par 342 en faveur de la prolongation de l'intervention française et 0 voix contre, seuls les élus du front de gauche ayant choisi de s'abstenir. Dans la soirée, les sénateurs se sont également prononcés favorablement par 326 voix pour et 0 contre. Le Parlement était appelé à se prononcer sur la suite de l'opération en application de l'article 35 de la Constitution qui soumet toute intervention militaire extérieure au vote des parlementaires au-delà d'une durée de 4 mois. Comme le Premier ministre, les principaux orateurs se sont félicités du consensus politique qui s'est fait dès le début sur l'intervention au Mali. Lancée dans l'urgence le 11 janvier, l'opération Serval a permis de démanteler les groupes islamistes armés qui contrôlaient le nord du pays. Plus de 500 militaires français sur un total de près de 4500 ont déjà été désengagés. Il reste à ce jour 3850 soldats français au Mali et leur nombre doit être ramené à 2000 en juillet, a précisé Jean-Yves Le Drian. Au-delà, 1 millier d'hommes devraient rester au Mali en soutien d'une force de l'ONU. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté en fin de semaine une résolution permettant la transformation de la force africaine au Mali, la MISMA, en mission de stabilisation de l'ONU qui pourra prendre le relais des forces françaises. Selon le Premier ministre, cette opération sous casque bleu pourra commencer à se déployer sur le terrain à partir de début juillet. Autre rendez-vous majeur, il est selon lui essentiel qu'une élection présidentielle se tienne en juillet au Mali pour permettre au pays de se doter d'autorités à la légitimité renouvelée. Députés et sénateurs se sont par ailleurs interrogés sur la capacité de la France à conduire ce type d'opération dans les années qui viennent, si le budget de la défense n'est pas maintenu à un niveau suffisant. La commission électorale indépendante a commencé le 22 avril à publier les résultats des élections municipales et régionales qui ont eu lieu dimanche. Des élections boycottées par le FPI, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo. Les résultats complets ne seront pas donnés avant le milieu de la semaine. Alors que la journée de vote a été relativement calme, les supporters de quelques candidats ont tenté lundi d'empêcher l'acheminement des urnes et des procès-verbaux vers la commission électorale indépendante. Une dizaine de communes ont connu des destructions ou des vols d'urnes après le dépouillement. Il y a eu plusieurs blessés à Yamoussoukro, dans le centre du pays. Les bureaux de la commission électorale dans le nord ont été saccagés. Dans la capitale économique ivoirienne, les forces de l'ordre ont empêché de justesse des manifestants fidèles à un ministre candidat indépendant de faire une descente sur la mairie de Koumassi. Des situations qui vont retarder la publication des résultats dans certaines communes. Il faut dire que la Côte d'Ivoire demeure dans le tourment depuis la chute contrainte de Laurent Gbagbo, président reconnu par la Cour constitutionnelle de son pays. La communauté internationale qui a fait de Ouattara président avait sans doute précipité le départ de ce dernier en l'accusant de dictateur, de criminel et bien d'autres. Au Nigeria, près de 200 personnes ont été tuées au cours de violents affrontements entre des islamites et l'armée dans une localité du nord-est du pays sur les rives du lac Tchad qui a été à moitié détruite par les flammes. Jusqu'à présent, 187 personnes ont été enterrées et 77 autres hospitalisées. Plus de 300 maisons ont brûlé. Un bilan beaucoup plus lourd que les dizaines de morts annoncées jusqu'ici par une source gouvernementale. Les affrontements ont éclaté le 19 dans le village isolé de Baga, dans l'état de Borno, une région où est basé le groupe islamiste nigérian Boko Haram,
responsable d'attaques sanglantes dans le nord et le centre du pays depuis 2009. Des insurgés ont été tués, mais aussi des soldats et des civils, selon des témoignages d'habitants recueillis par un représentant des autorités ayant inspecté les lieux qui a requis l'anonymat. Près de la moitié de la localité a été détruite par des incendies à la suite des combats. Environ 40% de la ville a été détruite par le feu. De nombreux habitants sont toujours portés disparus et pour le moment, on suppose qu'ils ont fui dans la brousse, a déclaré un responsable sous couvert d'anonymat. Selon des habitants, les violences ont éclaté quand les militaires ont encerclé une mosquée où les islamistes armés étaient supposés s'y être réfugiés. Dans les fusillades qui ont suivi, les insurgés se seraient servis d'armes lourdes, mais peu d'informations ont pu être obtenues sur la nature des combats. François Hollande a condamné mardi, avec la plus grande fermeté, l'attentat contre l'ambassade de France à Tripoli, un acte qui vise à travers la France tous les pays de la communauté internationale engagés dans la lutte contre le terrorisme, a réaffirmé le chef de l'État. L'explosion s'est produite à 5 heures GMT et l'attentat à la voiture piégée a en effet visé l'ambassade de France, blessant gravement deux gardes mobiles affectés à la sécurité du bâtiment et provoquant d'importants dégâts matériels. En liaison avec les autorités libyennes, les services de l'État mettront tout en œuvre pour que toute la lumière soit faite sur les circonstances de cet acte odieux et que tous ces acteurs soient rapidement identifiés, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius. Venu sur les lieux de l'attentat, son homologue libyen Mohamed Abdel Aziz a lui aussi condamné fermement cet acte qu'il considère comme un acte de terroriste contre un pays frère qui a appuyé la Libye durant la révolution de 2011 qui a renversé le régime de Mouammar Kadhafi. Il s'est refusé à toute indication sur les motifs ou les acteurs de l'attentat en soulignant qu'il faudrait attendre les résultats de l'enquête. Depuis la mort du guide libyen Mouammar Kadhafi, la Libye demeure dans le tourment. On ne saurait dire si cet attentat soit un règlement de compte, car durant la crise politique libyenne, la France s'était sans doute ingérée dans la dite crise et a participé brièvement à la capture de ce dernier. C'est officiel, la loi sur le mariage pour tous vient d'intégrer par la grande porte la législation française mardi dans l'après-midi. Le projet de loi Taubira, du nom de sa plus fervente défenseur, a été adopté par les députés par 331 voix contre 225. 10 députés se sont aussi abstenus. Le texte nullement modifié depuis sa présentation devant la Haute Chambre la semaine dernière a donc convaincu la majorité des parlementaires. Les élus UMP ne sont pour autant pas en reste puisqu'un recours auprès du Conseil constitutionnel a été déposé. La promulgation du texte ne pourra se faire qu'à condition que les sages ne voient dans le texte qu'aucun élément allant à l'encontre de la Constitution française. D'ici là, le président de la République française, François Hollande, devra ranger son frein avant d'officialiser cette réforme qui comptait parmi les promesses de sa campagne en 2012. Si le Conseil constitutionnel donnait son aval à la promulgation de la loi, les premières célébrations du mariage homosexuel pourraient avoir lieu en mi-juin. Le vote ne semble pas non plus signer la fin des manifestations. Les partisans de la manif pour tous n'en démordent pas et devraient se rassembler à nouveau le 5 et 26 mai à Paris. Avec ce vote, la France devient le 14e pays au monde et 9e en Europe à permettre le mariage pour les couples homosexuels, après notamment l'Afrique du Sud, l'Islande et l'Argentine. Ce sont les Pays-Bas qui avaient ouvert la voie en autorisant le mariage et l'adoption aux homosexuels dès 2001. L'Union européenne a envoyé lundi un signe de soutien à l'opposition syrienne en autorisant les importations de pétrole des zones qu'elle contrôle, tandis que le débat sur l'opportunité de lui livrer des armes se poursuit
Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies appelant à stopper la livraison d'armes aux deux camps. Réunis à Luxembourg, les ministres européens des Affaires étrangères ont particulièrement levé l'embargo pétrolier appliqué depuis septembre 2011 à l'encontre de la Syrie. Les ministres ont jugé nécessaire d'introduire des dérogations aux sanctions dans le but d'aider les populations civiles syriennes, en particulier en réponse aux problèmes humanitaires et pour établir une activité économique normale, ont-ils indiqué dans les conclusions de leur réunion. L'Union européenne va ainsi lever les restrictions sur les ventes d'équipements pétroliers et sur les investissements dans le secteur, à condition qu'ils ne bénéficient pas au régime. Les sociétés intéressées par l'importation de brut ou par des investissements devront demander l'autorisation de leur gouvernement qui tentera d'obtenir des garanties de la coalition de l'opposition. Depuis le début de la révolte en mars 2011, la production pétrolière syrienne a été pratiquement divisée par 3, tombant à 130 000 barils par jour en mars, soit à peine plus de 0,1% du total mondial selon les dernières évaluations de l'Agence internationale de l'énergie. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Ban Ki-moon, a appelé à stopper le flot d'armes qui parviennent aux deux camps dans le conflit syrien. Davantage d'armes ne feraient qu'augmenter le nombre de morts et les destructions, a-t-il déclaré lors d'un entretien avec le Premier ministre du Qatar, Sheikh Ahmed, et le secrétaire général de la Ligue arabe, Habil al-Arabi. L'armée syrienne a marqué des points ces derniers jours sur 2 fronts stratégiques dans la région de Homs, frontalière du Liban, qui relie la capitale au littoral. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a maintenu à leur poste les principaux ministres de l'ère Chavez, confirmant sa volonté de poursuivre la politique de la révolution bolivarienne du charismatique leader défunt. 2 jours après son investiture comme président au terme d'un scrutin contesté par l'opposition, Nicolás Maduro a signalé qu'il resterait fidèle à la ligne de son prédécesseur en annonçant que 15 des 32 ministres du gouvernement, en particulier sur des postes clés comme les affaires étrangères, le pétrole, la défense et l'information, conserveraient leur poste. Les ministres sélectionnés de l'aveu de Maduro sur la foi de leur loyauté au commandant Chavez ont officiellement pris leurs fonctions lundi soir. Les seuls changements majeurs concernent le portefeuille des finances et de la planification. Le premier a été attribué au président de la Banque centrale du Venezuela, Nelson Merentes, qui aura pour principal défi de juguler une inflation galopante, la plus forte d'Amérique latine. Il a été chargé par Maduro de la porter à un chiffre d'ici 3 ans. Merentes, déjà aux finances de 2001 à 2002 et de 2004 à 2007, remplace Georges Giordani, l'architecte du système de contrôle des charges, visant à enrayer la fuite des capitaux qui prend la tête du ministre de la Planification. En parallèle, Nicolás Maduro a su donner des gages de continuité du chavisme en confirmant des postes clés plusieurs garants du système. Rafael Ramirez, vétéran du gouvernement, demeure le tout-puissant ministre du pétrole et des mines, fonction qu'il cumule avec celle du président de la compagnie pétrolière nationale PDVSA, contrôlant ainsi la principale source de revenus du pays aux plus importantes réserves mondiales de brut. Georges Areza, gendre de Chavez, reste vice-président et Jay Chacon, plusieurs fois ministre de l'ex-président, devra résoudre les problèmes quotidiens de distribution de courant au poste de ministre de l'énergie électrique. Autre signal de continuité, Maduro a nommé un militaire proche de Chavez, l'ex-directeur des services de renseignement Miguel Rodriguez, au poste de ministre de l'Intérieur. Ce dernier aura la lourde charge de lutter contre la criminalité, qui figure au premier rang des préoccupations de 80% de Vénézuéliens. La police canadienne a déjoué lundi 22 avril un projet d'attentat visant un train de passagers préparé par 2 hommes arrêtés à Toronto et Montréal qui recevaient leur ordre d'éléments d'Al-Qaïda établis en Iran. Ces individus voulaient mener une attaque terroriste contre un train de passagers de la société d'État canadienne Via Rail.
Ils ont surveillé des trains et des rails de la région de Toronto, la capitale économique du pays. Selon certaines sources, ils visaient en particulier la liaison très fréquentée New York-Toronto. La police, invoquant l'enquête en cours, n'a pas voulu préciser le pays d'origine des suspects qui n'ont pas la citoyenneté canadienne, ni dire depuis quand ils se trouvaient au Canada. Elle s'est limitée à indiquer qu'il s'agissait de Shihep Essegai, âgé de 30 ans, résident à Montréal, et Red Jazzer, 35 ans, établi à Toronto. Ils ont été inculpés pour complot en vue de commettre un attentat terroriste et complot sous la direction d'un groupe terroriste. Selon la police, les deux hommes recevaient du soutien d'éléments d'Al-Qaïda, se trouvant en Iran, en particulier des ordres et des conseils. Suite à tous ces problèmes que connaît le Canada, le ministre de la Sécurité publique canadien, Vic Towers, a fait valoir que les arrestations aujourd'hui démontrent que le terrorisme continue d'être une menace réelle pour le Canada. Ceci en louant le travail des policiers canadiens impliqués ainsi que du service du renseignement de sécurité. Les autorités canadiennes ont noté que l'attentat était encore à l'étape de la préparation et qu'aucune attaque n'était imminente. Ces arrestations sont le résultat d'une coopération transfrontalière approfondie, a salué l'ambassadeur des États-Unis, David Jacobson. C'est la première fois au Canada que des chefs d'accusation impliquant Al-Qaïda sont déposés. Relativement épargné par le terrorisme international, le Canada est toutefois paru ces derniers temps comme un vivier pour le recrutement des futurs extrémistes islamistes. Il était encore dit la semaine dernière que la spectaculaire attaque menée le 14 avril par un commando Shebab à Mogadiscio avait été dirigée par un ancien étudiant canadien, Mahat Alidor. C'était là la première partie de votre magazine d'information Le Monde en 60 minutes, réservé carrément au reportage. La seconde partie est réservée à la presse écrite et on commence avec la journée de lundi. Mariage pour tous, un nom parti pour durer, nous apprenait lundi le quotidien catholique La Croix qui indiquait que plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté dimanche à Paris leur opposition à la loi Taubira qui sera votée et qui a d'ailleurs été votée mardi dernier. Même tonalité pour le Figaro qui nous faisait savoir que le défilé parisien des opposants au mariage pour tous s'était déroulé dimanche dans une ambiance bon enfant. Il a réuni 270 000 personnes selon les organisateurs, 45 000 selon la police. Le quotidien français constatait que la mobilisation restait intacte à 2 jours seulement du vote de la loi à l'Assemblée nationale, d'où la une du journal La Force tranquille. Libération parlait de l'homophobie ordinaire et notait que manif après manif, le mariage pour tous a libéré la parole des opposants qui ne craignent plus d'afficher publiquement leur hostilité envers les gays et surtout les lesbiennes. L'autre sujet qui faisait les colonnes de Libération, c'est le FBI qui plonge dans le passé des frères terroristes, acteurs et surtout auteurs du double attentat de Boston. Le journal indiquait lundi que les 2 jeunes gens avaient déjà intéressé les services secrets russes. Sujet qui faisait d'ailleurs la une du quotidien Le Monde et qui titrait Boston, les États-Unis s'interrogent sur un djihadisme de l'intérieur. Le journal nous apprenait, et surtout à ses lecteurs également, que les auteurs des attentats sont 2 Tchétchènes ayant grandi en Amérique. L'un est mort, l'autre capturé aujourd'hui. Le Monde a également remarqué que les otages français sont de retour sur le sol français. La famille Moulin-Fournier est arrivée en France après 2 mois de captivité au Nigeria. Projet de loi sur l'emploi, le gouvernement tue le débat, pouvait-on lire à la une de l'Humanité lundi. Le journal fondé par Jean Jaurès relevait que l'exécutif français, affolé par les amendements venant de la gauche du Sénat, a utilisé une procédure exceptionnelle contre une partie de la majorité sénatoriale. Un fait inédit, soulignait le quotidien, qui notait par ailleurs que le projet est adopté grâce à l'abstention de la droite. Pour la Marseillaise qui revenait sur le sujet, le Parlement est à l'heure des choix. 2 jours avant le vote solennel du projet de loi, partisans et opposants au mariage pour tous ont manifesté dimanche, écrivait déjà le journal lundi qui appuyait qu'au Sénat, c'est avec la complicité de la droite que la majorité gouvernementale a fait passer en force le projet de loi sur l'emploi. Parlant toujours de mariage pour tous, 2 jours avant le vote solennel, écrivait déjà lundi, des anti ne lâchent rien, rapporte le filet libéré lundi et qui était avec les pros de la Bastille.
Le journal écrivait à 2 jours du vote à l'Assemblée nationale du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe. Les opposants au mariage ont défilé dimanche dans le calme à Paris, de la place d'Enfer Rochereau aux Invalides. Le quotidien poursuivait à 2 km de là un rassemblement des partisans de la loi pour l'égalité contre l'homophobie s'est organisé à la Bastille. Le journal soulignait en somme que si les premiers ont rassemblé 45 000 personnes selon la police, 270 000 selon les organisateurs, les deux camps ont affiché en tout cas une même détermination. Et puis nous avions lundi la confirmation qu'il y avait 2 cortèges avec la une du journal du Pays Basque Sud-Ouest qui indiquait que opposants et défenseurs du mariage pour tous ont défilé dimanche dans les grandes villes. Une double manifestation très surveillée après les débordements de la semaine passée, soulignaient nos confrères. Le Havre Presse qui s'est intéressé au sujet remarquait que c'était le barreau d'honneur alors que la loi sur le mariage homosexuel devait être votée le lendemain à l'Assemblée nationale. Le journal de Toulouse, la dépêche du midi, pensait que c'était le dernier round au mariage pour tous. En page 9, la dépêche du midi s'était intéressée au trafic aérien et nous assurait que le bruit augmente. Le journal en voulait pour preuve les derniers chiffres publiés par l'aéroport de Toulouse-Blagnac qui indiquaient que le trafic aérien est en augmentation en 2012. Du coup, les décibels mesurés s'envolent aussi. On compte désormais 21 000 logements dans les zones les plus exposées au bruit. Le quotidien de la capitale française, le Parisien, parlait des vols par effraction qui explosent. Le journal rapportait le témoignage choc d'un cambrioleur et nous avoue que presque partout en France, les cambriolages sont à la hausse. Le journal de la capitale a recueilli d'ailleurs le témoignage d'un de ces voleurs professionnels qui écument le pays. En pages 4 et 5, le Parisien nous disait que Hollande est face à la grogne du PS. Les 279 députés socialistes se réunissaient déjà lundi pour leur premier séminaire. Nos confrères nous apprenaient que le jeu et surtout le feu couve chez les parlementaires PS dont certains s'abstiennent désormais de voter les réformes du gouvernement. Le quotidien français de l'économie, Les Échos titraient déjà lundi « Hollande et les patrons, les raisons d'un divorce ». Selon le journal, des grands patrons qui ne se déplacent même plus au rendez-vous fixé par les cabinets ministériels, des dirigeants du CAC 40 de plus en plus critiques à l'égard du pouvoir en place et qui disent ne plus rien attendre des pouvoirs publics. Le journal nous apprenait qu'entre l'exécutif et le monde patronal, jamais le climat de défiance n'avait atteint une telle intensité. Le découragement qui a gagné de nombreux PDG se manifeste selon nos confrères par une bouderie de plus en plus ostensible, un divorce qui doit beaucoup à l'accumulation de taxes nouvelles sur fond de crise structurelle dans de nombreux secteurs. Avec retard, le journal notait que le président français et son premier ministre semblent avoir pris conscience de la situation. Fin avril, lors de la conclusion des assises de l'entrepreneuriat, François Hollande prononcera un discours au cours duquel il prévoit d'adresser des messages forts de confiance aux patrons français. En page 4 du même journal éditorial de Jean-Marc Vittori, page 9, Les Échos nous apprenaient que le G20 veut en finir avec le secret bancaire. L'échange d'informations sur les comptes bancaires doit devenir la norme et surtout l'optimisation fiscale des multinationales était toujours en ligne de mire. Le quotidien de la Réunion et de l'océan Indien rapportait lundi le décès de Christian Antou et titrait « Le goût pays perd son ambassadeur ». Le professeur du lycée hôtelier est mort déjà dimanche matin à son domicile de Petite-Île. Au Luxembourg, le quotidien, c'est comme ça qu'on l'appelle, a constaté que la grève chez Lufthansa perturbait déjà le Grand-Duché. Selon notre confrère, la compagnie aérienne allemande a annulé lundi presque tous ses vols à cause d'une grève de son personnel, au sol principalement, qui réclame les hausses de salaire. Le trafic aérien entre Luxembourg et l'Allemagne était d'ailleurs affecté. En Suisse, la Tribune de Genève nous disait que des secours s'intensifient après le séisme en Chine. Le journal suisse nous apprenait que les opérations de secours dans la région du sud-ouest de la Chine, frappée samedi dernier par un séisme meurtrier, s'intensifiaient déjà lundi. La secousse n'a pas seulement traumatisé les humains, les pandas ont aussi paniqué, relevait le quotidien lundi. En Belgique, le soir, nous apprenait que la Belgique est la porte du paradis fiscal. Selon ce journal, nombre d'étrangers utilisent une adresse belge pour monter des sociétés offshore. Pour John Crombez, la Belgique peut s'y opposer. L'autre quotidien belge, la Libre Belgique, titrait lundi « Boston, les pièges d'une traque en direct ». Le journal relevait que les médias sont capables du pire comme du meilleur. Le quotidien belge
avait d'ailleurs fait un retour sur un live inédit de cette affaire de Boston. Au Canada, le journal de Montréal, dans un dossier exclusif, lançait un SOS lundi de l'aide sociale en prison. Selon ce quotidien, des trous dans le système permettent à des détenus de retirer de l'argent destiné aux plus démunis. Ainsi, le gouvernement du Québec a versé des prestations d'aide sociale à des douzaines de criminels québécois alors qu'ils purgeaient leur peine de prison. On termine la journée de lundi toujours à Montréal avec le métro qui notait au moins 35 km de pistes cyclables supplémentaires. Le journal indiquait que la ville entend en tout cas ajouter au cours de la prochaine année au moins 35 km de pistes à son réseau cyclable qui compte présentement 602 km de pistes. Pas moins de 37 projets sont sur la table à dessein de la métropole. C'était à lire en tout cas dans les colonnes du journal canadien Le Métro de Montréal. Mardi dernier en France, on parlait toujours de mariage homosexuel. Le jour historique, pouvait-on lire à la grande une du quotidien phocéen La Marseillaise qui indiquait que le vote solennel à l'Assemblée nationale en faveur du texte ouvrant enfin au mariage aux couples homosexuels aura bien lieu. A eu lieu mardi dernier. Le journal notait que les dérives et soulignait déjà qu'alors que la France va officialiser une avancée depuis longtemps reconnue par d'autres pays, les agressions à caractère homophobe se sont multipliées ces dernières semaines. Même tonalité à la une de la Croix qui s'interrogeait, le mariage pour tous pourra-t-il être abrogé? À cette question, le journal catholique, dans sa parution du mardi, examinait les possibilités de remettre en cause, en cas de changement de majorité, le vote solennel de la loi sur le mariage pour tous prévu à l'Assemblée nationale le même mardi. Le journal a d'ailleurs effectué un reportage à Amiens où un clivage est apparu chez les catholiques. Libération, mardi dernier, n'y allait pas de main morte. Le journal était spécial. Pierre et Gilles, vive les mariés. Le message était d'ailleurs passé. À Grenoble, Dauphiné libéré nous renseignait que face au pouvoir d'achat qui est en berne, voici ce dont les Français vont se priver. Leur pouvoir d'achat a baissé en 2012 pour la première fois en 30 ans. Et en 2013, les consommateurs s'attendent à pire, écrivait déjà le journal grenoblois. Conclusion, ils se serrent la ceinture de plus en plus. Réduction des dépenses quotidiennes, budget vacances revu à la baisse, coupe sévère dans l'habillement. Tout y passe, même la santé des ménages les plus modernes. Même son de clause pour sa rente libre qui nous disait que l'heure était au sacrifice face à la crise, écrivait le quotidien, dont ils ne voient pas le bout et qui émiettent leur pouvoir d'achat. Les Français font des choix dans leurs dépenses. Des Charentais touchés témoignaient d'ailleurs dans les colonnes du journal mardi dernier. Le journal de Haute-Vienne, l'Écho, revenait également sur le sujet et notait que c'est l'ère des privations. Selon le quotidien, un sondage révèle qu'avec la baisse record du pouvoir d'achat constatée dernièrement, les Français rognent toujours plus sur leurs dépenses. L'heure n'est plus aux ajustements, mais aux sacrifices, écrivait l'Écho. Comme les autres journaux, l'Écho soulignait que l'Assemblée nationale devrait adopter le texte de loi au mariage pour tous le même mardi. Le Figaro s'était intéressé aux syndicalistes casseurs et l'amnistie qui scandalise. La proposition de loi qui vise à effacer certains actes de violence lors de conflits sociaux est examinée, ou alors était examinée mercredi dernier à l'Assemblée nationale française. Elle est critiquée d'ailleurs, elle était critiquée par l'opposition et les patrons et ne fait pas toujours l'unanimité dans la majorité, nous apprenait le Figaro qui notait que, porté par le Front de gauche, le texte sur l'amnistie sociale voté fin février dernier au Sénat est arrivé en tout cas mercredi à l'Assemblée. Il proposait déjà d'absoudre les délits pour les faits passibles de moins de 5 ans de prison à l'occasion de conflits de travail ou à l'occasion d'activités syndicales ou revendicatives. Le journal soulignait que le saccage de la sous-préfecture de Compiègne en 2009 par des salariés contis entrait dans le cadre de cette amnistie jugée choquante et incompréhensible par le MEDEF, critiquée par l'opposition. La proposition de loi ne fait pas l'unanimité dans la majorité. Le Figaro indiquait déjà que le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, s'est dit sceptique lors du vote du texte au Sénat. C'était en fin février dernier. Dans une enquête, bien sûr, que vous deviez trouver en page 12 du quotidien français Le Figaro qui s'interrogeait « Qui sont les djihadistes capturés au Mali ?» Plus de 300 prisonniers attendent dans les geôles de Bamako d'être jugés, soupçonnés d'être des militants actifs ou d'avoir collaboré avec les groupes islamistes armés. Ils ne correspondent pas toujours, pour la plupart, au profil habituel de bandits armés venus de l'étranger. Évasion fiscale, moins de contrôleurs, plus de fraudeurs, rapportait l'Humanité à sa grande une mardi. Le journal fondé par Jean Jaurès notait que 25 000 postes ont été supprimés à Bercy. Dans les colonnes du quotidien, le triste bilan des dernières années d'austérité. Les agents de l'administration des impôts racontaient leurs difficultés. Témoignages exclusifs que vous deviez retrouver dans les colonnes du quotidien de l'Humanité, en tout cas, qui est un journal fondé par Jean Jaurès. En page 4, l'Humanité s'interrogeait également, un an après la présidentielle, Front de gauche, où en est
la dynamique. Vincent Payon crée un enseignement de morale laïque du CEP à la terminale. Dans un entretien au Monde, le ministre français de l'Éducation détaillait déjà les modalités de cette nouvelle discipline. Sujet qui a intéressé le journal toulousain La Dépêche du Midi qui parlait de morale laïque obligatoire. L'enseignement laïque de la morale ira du primaire jusqu'à toutes les autres terminales. Parlant de tourisme, Toulouse est la 4e ville française la plus visitée, nous apprenait le journal. Le quotidien français de l'économie, Les Échos, dans un dossier spécial de 16 pages, parlait mardi du nouveau capitalisme français. Internationalisation, recul de l'État, nouveaux dirigeants. En 20 ans, le capitalisme français a accompli une mue considérable, nous apprenait le journal. La rédaction de Les Échos passait déjà au crible de cette révolution. Le quotidien de la Réunion et de l'océan Indien rapportait une chute suspecte de la saline. Pierre, photo à la une du journal, âgé de 20 ans, a dit à nos confrères mardi qu'il a été poussé du 2e étage. En Suisse, la Tribune de Genève nous apprenait que la cybercriminalité étend sa toile tous azimuts, chevaux de Troie, maliciels et vol de données. Les délits commis en matière d'informatique vont, selon le journal, continuer à un rythme élevé en 2013. Au Luxembourg, le quotidien nous apprenait que le Canada déjoue un projet d'attentat dirigé par Al-Qaïda visant un train de passagers préparé par 2 hommes arrêtés à Toronto et Montréal qui recevaient leurs ordres d'éléments d'Al-Qaïda établis en Iran. En Belgique, la Libre Belgique rapportait le dérapage mal contrôlé du budget belge qui agace l'Europe. Selon notre confrère, le budget 2013-2012 de la Belgique se solde finalement par un déficit de 3,9% du produit intérieur brut. Ailleurs, c'est pire, notait le quotidien mardi, mais l'Europe va contrôler le caractère structurel des efforts promis par les Belges. Le journal belge nous apprenait ce mardi que Spirou, à 75 ans, est toujours fringant. Le quotidien et le personnage de Spirou fêtaient déjà leur 75e anniversaire mardi dernier. 2 monuments du patrimoine de la bande dessinée belge qui s'adaptent à leur époque sans perdre leur identité. Et puis on termine avec le journal Le Montréal dans sa parution du jour de mardi dernier titrait « Terrorisme autour du Canada ». Le suspect principal était un génie de la science et qui travaillait dans un labo à Varennes. Selon le quotidien, un des 2 hommes soupçonnés d'avoir planifié un attentat terroriste contre un train de passagers de Via Rail était un génie de la science qui étudiait dans un laboratoire à Varennes sur la rive sud de Montréal. C'était à lire en tout cas dans les colonnes du journal canadien qui est tout simplement le journal de Montréal. Mercredi, on continue à parler de mariage pour tous. C'est voté, mais les Antilles maintiennent la pression, nous apprenait La Voix du Nord. Mercredi, le journal lillois nous affirme que le Parlement français a adopté le projet de loi ouvrant le mariage et l'adoption aux couples homosexuels. Déception sur les opposants qui ont manifesté, y compris à l'Assemblée nationale, tandis que le Conseil constitutionnel est saisi du dossier. Le quotidien de Bordeaux-Rive-Gauche confirme au Parlement, ils ont enfin dit oui. 331 voix pour, 225 contre, 10 abstentions. Après des mois de débat houleux, la France légalise l'union entre homosexuels. La photo à la une nous montre Christiane Taubira submergée par l'émotion. Après le vote de la loi, la garde des Sceaux est saluée par son Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Le journal phocéen La Marseillaise nous disait que le mariage pour tous devient enfin réalité. Le quotidien écrivait déjà mercredi avec le vote solennel à l'Assemblée nationale. Une page historique a été tournée avec une grande avancée des droits dans notre pays. La Marseillaise notait une conséquence. La loi pourrait être promulguée avant fin mai prochain. Portée par toute la gauche, elle ouvre l'égalité des droits en matière de mariage et d'adoption à tous les couples homosexuels. Pour le Dauphiné libéré, la France est le 14e pays à légaliser le mariage homosexuel et c'est rien du tout. On parle bien sûr d'un vote historique. Le journal grenoblois indiquait que c'est avec ce vote définitif des députés que la France a légalisé mardi dernier le mariage homosexuel. Si la gauche a applaudi debout le résultat du scrutin, les opposants, eux, ne renoncent pas, soulignaient déjà nos confrères qui notaient que les élus UMP ont d'ailleurs aussitôt déposé un recours devant le Conseil constitutionnel. Égalité, gay, Marion Lay nous disait l'Humanité qui soulignait également que c'est un vote historique. Même tonalité à la une du journal de Haute-Vienne, l'Écho qui titrait « L'Assemblée dit oui, gay Marion Lay ». Le journal indiquait que déjà mardi, grâce au vote du Parlement, la France est devenue le 9e pays de l'Union européenne à ouvrir la voie au mariage pour tous, faisant ainsi un pas dans la lutte contre les inégalités, écrivait le quotidien ce mercredi-là. Comme le démontrait déjà le journal toulousain mercredi, la devise française vient de changer. Ceux qui ont des oreilles et des yeux pour voir et comprendre, bien seront aussitôt attentifs
Vous le voyez bien, liberté, égalité, fraternité et mariage. Comme les autres quotidiens, notre confrère soulignait que mardi était une journée historique avec l'adoption de la loi sur le mariage pour tous. Pour agrémenter cette affaire, nous offrons en tout cas la titraille de tous les quotidiens et journaux qui ont traité le sujet mercredi. Commençons avec le Télégramme qui titrait « Mariage gay, ils ont dit oui ». Le journal relevait qu'après avoir manifesté leur réprobation dans la rue, les opposants au texte s'en remettent désormais au Conseil constitutionnel. C'est presque le même titre qu'avait choisi déjà mercredi à la une de l'Union, le mariage gay, ils ont dit oui. La République du Centre réitérait déjà les mêmes propos. L'Assemblée dit oui au mariage pour tous. Pour la Provence, un journal marseillais, bien le titre était tout simplement « Mariage pour tous », 331 voix oui, 225 non. Le Maine libre et sa une n'y allait pas déjà de main morte. La République dit oui au mariage pour tous. La montagne de Clermont Métropole s'écartait et titrait le vote de vos députés. Pour Nord et Clair, c'était la joie et l'amertume dans les rues de Lille. Le quotidien indiquait que mardi, le vote de mardi de la loi ouvrant le mariage et l'adoption au couple homosexuel a été salué à Lille par un défilé de joie, toutefois teinté d'inquiétude face à la poussée de l'homophobie. Les opposants à la loi avaient, eux, le recueillement, relevait le journal. À ce propos, le Figaro s'interrogeait, mariage homosexuel, les sages peuvent-ils dire non? Le journal nous apprenait qu'après l'adoption définitive du projet de loi par le Parlement, députés et sénateurs UMP ont saisi le Conseil constitutionnel. Celui-ci dispose d'un mois pour rendre sa décision. L'opposition française estime que le volet relatif à l'adoption est susceptible d'être partiellement censuré, notait le quotidien mercredi. Le Figaro faisait savoir également mercredi qu'en Libye, l'ombre d'Al-Qaïda plane derrière l'attentat de l'ambassade de France à Tripoli. La Nouvelle République parlait d'une alerte à Tripoli et nous disait qu'un attentat à la voiture piégée a visé mardi l'Assemblée de France en Libye, blessant 2 gendarmes mobiles, dont un grièvement. Au Luxembourg, le quotidien parlait de clap de fin pour les hauts fourneaux de Florence. Le journal indiquait qu'après 20 mois de lutte sociale et de polémique, la Lorraine tourne ce mercredi, a tourné en tout cas mercredi dernier, une page de son histoire industrielle avec la mise à l'arrêt définitif des hauts fourneaux de Florence, une étape symbolique que certains syndicalistes veulent célébrer par la pose d'une stèle en mémoire des promesses non tenues de François Hollande, écrivait le journal luxembourgeois mercredi dernier. En Belgique, le soir titrait déjà électricité, le bruxellois épargné. Le journal relevait que le wallon paye jusqu'à 25% de plus que le bruxellois. Le solaire alourdit la facture. L'autre quotidien belge, la Libre Belgique, nous disait qu'un étudiant sur 2 représente le pays avec sa frontière linguistique. 3 chercheurs universitaires ont demandé à plus de 5000 étudiants de dessiner la Belgique. Eh bien, ce ne fut pas du tout facile pour tous ces étudiants. Jeudi, on parlait déjà des droits de l'homme en Chine et silence de Hollande qui rapportait en tout cas le quotidien français Libération jeudi, journal qui indiquait qu'à Pékin, le même jeudi, comme en Algérie et en Russie, le président français est resté discret sur la question de la liberté au prétexte de l'efficacité et de la priorité donnée à l'économie, nous apprenait le confrère. Le quotidien français de l'économie, Les Échos, s'était également intéressé à Hollande et nous disait que pas d'amnistie pour les conflits sociaux. Le journal écrivait, c'est non, le gouvernement a affirmé mercredi soir son opposition claire et ferme à l'amnistie pour les auteurs des délits commis hors de mouvements sociaux réclamés avec instance par les communistes et la CGT au travers d'une proposition de loi en discussion à l'Assemblée nationale plutôt que de faire un geste en direction du front de gauche de plus en plus nettement dans l'opposition sur sa politique économique. L'exécutif français, soulignait nos confrères, a préféré adresser un signal d'apaisement au patronat très hostile à ce texte synonyme à ses yeux d'impunité pour les casseurs. Au moment où la fermeté est de mise face aux opposants au mariage gay, il était aussi difficile de faire preuve de laxisme avec cela. Dans une interview aux Échos, le ministre français de l'Agriculture Stéphane Le Foll, un proche de François Hollande, assurait qu'une deuxième phase dans le quinquennat plus offensif va s'ouvrir après la litanie des plans sociaux et il appelait la gauche à assumer une politique de relance qui ne repose plus sur la dépense publique, mais sur l'investissement. L'humanité pensait que la violence patronale tue et que le gouvernement combat l'amnistie des syndicalistes. Dans les colonnes du journal fondé par Jean Jaurès, un salarié qui a mis fin à ses jours. Il accusait d'ailleurs, dans une lettre, la pression contre les grévistes. Le quotidien relevait qu'en refusant de soutenir la proposition d'amnistie du Front de gauche, le gouvernement français a choisi le MEDEF contre les salariés. Une campagne de pétition est déjà lancée du côté de la France. Petroplus, Florence, Aulnay, Hollande est rattrapé par la réalité, nous apprenait le Figaro qui écrivait jeudi, symbole de la
de la désindustrialisation, la fermeture de la raffinerie, l'extinction des hauts fourneaux et la prochaine fermeture de l'usine PSA marquent déjà la fin des promesses de la gauche. En page 2 et 3, le Figaro notait que le chef de l'État français découvre la Chine et son marché. François Hollande fait ses tout premiers pas en Chine. Le journal indiquait que ses ambitions sont cependant très importantes. Son premier voyage officiel dans l'Empire du Milieu intervient au moment où une nouvelle équipe dirigeante vient de prendre les commandes. À Toulouse, la dépêche du midi nous disait comment la région s'exporte en Chine. Le quotidien indiquait que les entreprises toulousaines attendent beaucoup de la visite de François Hollande du côté de Pékin. En page 18 de la dépêche du midi, nous apprenait que le groupe Galeries Lafayette envisage de fermer dans les mois qui viennent le magasin Lafayette Maison, ancien Capitole. La branche immobilière du groupe pourrait ainsi commercialiser un patrimoine exceptionnel, écrivaient nos confrères. Parlant de moralisation, le Monde quotidien français nous disait que Hollande est face à la fronde des députés et au piège constitutionnel. Cause, 3 textes ont été présentés au Conseil des ministres. Ils instaurent une haute autorité spécialisée. Autre chose que le journal soulignait déjà, les parlementaires continuent de s'opposer à la publication de leur patrimoine et pour terminer, la création d'un parquet fiscal spécialisé contre la corruption qui est reporté à un projet de loi ultérieur. Pour le journal du Pays Basque Sud-Ouest, la moralisation marche à tout petit pas. Le gouvernement lance un arsenal de projets de loi pour favoriser la transparence et éviter les conflits d'intérêts, écrivait déjà le quotidien qui indiquait que 12 000 élus et décideurs sont visés. François Hollande devra vaincre des réticences dans son propre camp, relevait Sud-Ouest. La Marseillaise titrait pour sa part jeudi « Transparence politique, l'offensive d'Hollande ». Le journal phocéen relevait que le Conseil des ministres a arrêté mercredi une panoplie de mesures d'assainissement de la vie publique, un thème sur lequel le président français joue son autorité face à la gronde et surtout à la fronde des parlementaires. Le quotidien de Marseille indiquait que François Hollande a qualifié de tournant pour les institutions, ce qui ressemble à une opération même propre à la française, ciblant la classe politique et l'appareil d'État. Les propos de Hollande faisaient d'ailleurs la une de la Nouvelle République. Le temps nous donnera raison. Avant de s'envoler pour la Chine, le président français, écrivaient nos confrères, a fait part de son état d'esprit résolument optimiste. Le quotidien catholique La Croix s'était intéressé jeudi à ces emplois qui ne trouvent pas preneur. Malgré le chômage en hausse, ce nombre d'employeurs continue de rencontrer des difficultés de recrutement dans certains secteurs, écrivait le quotidien. Parité homme-femme, les premières sanctions tombent, nous apprenait aujourd'hui en France dans un document exclusif. La ministre des Droits des Femmes réaffirmait sa détermination à faire appliquer la loi. 2 entreprises ont été condamnées pour ne pas avoir respecté l'égalité salariale. En page 22, Jean Renaud, le flic de la super série de TF1 qui prend également les colonnes du journal. L'acteur a commencé à jouer en tout cas depuis jeudi soir son premier grand rôle à la télévision dans une production vendue à 170 pays. En Guadeloupe, France Antilles nous disait qu'il y a eu des perquisitions à la Seine-Samar dans le cadre d'une enquête ouverte depuis mai 2012. Les investigations visant à rechercher entre autres d'éventuels abus de biens sociaux. En Belgique, le soir nous disait comment la NVA veut gérer Alost. Un document esquisse d'ailleurs les grandes lignes de la gestion de la ville par la NVA. Il promet une politique très flamande et très sécuritaire. Toujours en Belgique, la Libre rapportait dans ses colonnes le récit d'un policier belge au cœur des paradis fiscaux. Et au Luxembourg, le quotidien s'interrogeait Cargolux, une autre conciliation à l'horizon. Le bilan 2012 de Cargolux est moins négatif que prévu. Toutefois, indiquait le journal, la direction demande des concessions aux syndicats dans le cadre des négociations actuelles. Et puis en Suisse, la Tribune de Genève parlait d'une opération d'extinction dans l'incendie hors norme d'un entrepôt à Santigny. Le journal notait que les autorités craignent une pollution. 2 barrages ont été donc dressés sur le Rhône et sur tout le Nantes d'Avril. Ce sont des rivières. L'alarme générale du SIS a été déclenchée mercredi dernier. On termine la journée de jeudi avec le Canada, précisément à Montréal, où le métro indiquait que Denis Coderre pourrait se lancer dans la course le 16 mai prochain. Alors que les rumeurs courent toujours sur l'intérêt de Denis Coderre pour la mairie de Montréal, il a affirmé mercredi à nos confrères avoir pris une décision sur son avenir et la fera savoir le 16 mai prochain. C'était à lire en tout cas dans les colonnes du journal de Montréal, Le Métro.
Vendredi en France, au Figaro, on nous disait que la France n'a jamais compté autant de chômeurs. Le journal a indiqué qu'après 23 mois consécutifs de hausse de chômage, le pays vient de battre un triste record historique qui datait de janvier 1997. En mars dernier déjà, 36 900 chômeurs supplémentaires se sont inscrits à Pôle emploi. Depuis Pékin, le Figaro relevait que François Hollande a réaffirmé qu'une mobilisation était nécessaire pour inverser la courbe avant la fin de l'année 2013. Le quotidien constatait que les dispositifs de soutien à la création d'emplois comme les contrats de génération demeurent toujours insuffisants. Puisque nous parlons de Hollande, le Figaro dans ses pages 2 et 3 et l'interview de José Pécresse en page 10 affirma que le président français déroule le tapis rouge aux investisseurs chinois. Le journal relevait qu'en dépit de la brièveté de sa visite, François Hollande s'est appliqué à relancer la relation politique avec les dirigeants chinois et en particulier avec le nouveau président Xi Jinping. Si la question des droits de l'homme a pu être abordée de façon franche, nos confrères notaient que le chef de l'État français a estimé que les investissements chinois en France, encore modestes, sont les bienvenus. En page 3, le Figaro s'interrogeait, le roi d'Espagne devra-t-il abdiquer? À cette question, le journal relatait que la succession de Juan Carlos n'est plus un sujet tabou à Madrid. Le roi vient en effet de traverser une succession de crises. Un accident lors d'une chasse à l'éléphant au cours d'un voyage coûteux et bien peu écologique, la convocation de l'Infanta Cristina par les juges et l'inculpation de son gendre, des révélations sur l'existence d'une tendre amie, une véritable année horrible pour la famille royale. Mais relevait le quotidien, Felipe, le prince héritier, jouit toujours d'une forte popularité du côté de Madrid. Le journal de Bordeaux, rive gauche sud-ouest, soulignait le triste record du chômage et avouait que les chiffres de l'emploi connaissent un pic jamais atteint au cours de ces 16 dernières années. Il y avait en mars 3,224 millions de Français sans aucune activité. Même tonalité à la une de la Voix du Nord qui parlait également de tristes records des chiffres du chômage en incluant les demandeurs d'emploi ayant eu une activité réduite. Le journal lillois notait que le nombre d'inscrits à Pôle emploi atteint désormais 4,74 millions de personnes dans l'Hexagone. Dans la région, ils sont 364 555 inscrits à Pôle emploi. À ce propos, Libération s'interrogeait, gauche qui pilote? Très belle interrogation en tout cas. Hollande, héros, Barthelonnet, Désir ou Leroux. Le quotidien français indiquait que la majorité se cherche désormais un patron. Dans ses pages 16 et 17, Libé relevait qu'il y a aujourd'hui 3,2 millions de chômeurs en France. Sinistre record. Sujet qui a également intéressé l'humanité. En tout cas, page 6, le journal fondé par Jean Jaurès parlait de plus de 5 millions de chômeurs en France et notait que le triste record de 1997 est battu. La une de l'humanité était consacrée à une enquête exclusive. Comment PSA a liquidé une usine? Selon nos confrères, en 2012, à Melun, le constructeur a fermé un site de 800 personnes uniquement par mobilité ou par départ volontaire avec la complicité des pouvoirs publics, ou comment les grands groupes envoient leurs salariés à Pôle emploi sans les licencier. En tout cas, c'est un sujet que vous deviez trouver en page 2 du journal. Pour le quotidien français de l'économie, Les Échos, l'Europe est submergée par la déferlante du chômage. Pour le journal, le chômage n'en finit pas de progresser en France. Le nombre de demandeurs d'emploi n'ayant pas du tout travaillé a même franchi en mars le record battu de janvier 1997 à 3,2 millions selon les chiffres publiés jeudi par le ministère français du Travail. Et si l'on intègre aussi les personnes ayant travaillé dans le mois, le décompte des chômeurs atteint désormais 5 millions tandis que l'Espagne, elle, compte plus de 6,2 millions de chômeurs. Les Échos nous disaient que dans la majorité présidentielle en France, des voix se font entendre pour réclamer une seconde phase dans le quinquennat à l'approche du premier anniversaire de François Hollande à l'Élysée. Claude Barthelonnet, le président de l'Assemblée nationale française, est en pointe sur le sujet. Dans les Bouches-du-Rhône, un jeune de 19 ans a semé la terreur. Le Dauphiné libéré nous affirmait vendredi que ce tireur fou a tué 3 passants. Le journal parlait d'un acte barbare en pleine rue et incompréhensible. Un jeune homme a ouvert le feu déjà jeudi après-midi dans un quartier résidentiel d'Istres. La tuerie n'a duré que quelques minutes. Le bilan rapportait, déjà nos confrères, était très lourd. 3 hommes sont morts et une femme a été légèrement blessée. Au cours de ses premières auditions, ce passionné d'armes n'aurait pas livré d'explications claires. Toute la ville est toujours aujourd'hui sous le choc. La Marseillaise avait d'ailleurs la même tonalité. Folie meurtrière à Istres, pouvait-on lire à la une du quotidien qui nous assurait qu'un jeune homme de 19 ans a tiré jeudi sur les passants sur la voie publique, tuant 3 hommes et blessant légèrement une femme et a été interpellé peu après. Le quotidien de La Réunion et de l'océan Indien s'était intéressé à l'embauche locale et nous disait que le débat est relancé. Le débat sur l'embauche locale prend une tournure officielle avec la mission parlementaire confiée à Patrick Le Breton. Le journal relevait que syndicats et politiques rappellent qu'il y a toujours
un large consensus autour de la préférence régionale. Le quotidien de La Réunion avait d'ailleurs fait un tour d'horizon des positions dans ce premier volet. En Belgique, le soir indiquait qu'un Européen sur 5 est en sous-emploi. Selon le journal, le chômage touche officiellement 26,3 millions d'Européens. Il serait en réalité 45 millions concernés par le sous-emploi. Pour la Libre Belgique, vendredi, la Wallonie ne fait pas payer le gros pollueur, des gros pollueurs. Le journal s'interrogeait, mais comment en est-on arrivé là? Comment est-il possible de laisser la région payer ce qui n'aurait pas dû être à sa charge? Le journal indiquait que la région wallonne perd des sommes astronomiques en ne réclamant pas aux entreprises qui ont pollué des sites à réhabiliter. Le coût très élevé de tous les assainissements. À titre indicatif, la réhabilitation des sites liégeois d'ArcelorMittal devrait peser environ 1 milliard d'euros. Au Luxembourg, le quotidien nous affirme que l'OPE est en état de mort clinique. Le journal soulignait qu'avec le retrait du ministère du Travail, le sort d'Objectif Emploi, OPE, en abrégé bien sûr, semble scellé. Le conseil d'administration qualifie cette décision de surprenante. En Suisse, la Tribune de Genève relevait une inquiétude avec la fièvre immobilière qui menace toute l'économie. Le journal genevois nous disait que les prix de l'immobilier poursuivent leur progression malgré les mesures de la BNS. Le secteur gagne en taille et en poids, mais cette évolution suscite l'inquiétude. Et comme le montrent déjà des études, et surtout cette étude que vous devriez trouver dans les colonnes du journal Genevois, la Tribune de Genève. Pas de crime, pas d'enquête, aurait dit Yvan Delorme, pouvait-on lire à la grande une du quotidien Le Métro de Montréal, qui nous disait que l'ex-chef du SPVM, Yvan Delorme, n'a pas voulu ouvrir d'enquête lorsque Gérald Tremblay l'a informé que Bernard Trépanier avait demandé $1 million à la compagnie Smart Centers parce qu'il n'y avait pas matière à enquête, a expliqué jeudi dernier l'ex-maire de Montréal aux journalistes. C'était à lire en tout cas dans les colonnes du journal canadien Le Métro de Montréal. Voilà, madame, monsieur, c'est ici que s'achève cette autre édition de votre magazine d'information Le Monde en 60 minutes. Durant quelques minutes, nous avons fait le tour du monde. Déjà, la première partie, elle était réservée au reportage. La seconde partie, à la presse écrite. Et vous avez vu également, nos confrères de la presse écrite ont carrément, il faut le dire, eu pas mal de sujets. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. Restez sur Afrique Média. L'information est en continu sur notre chaîne. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.